Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Nous sommes de retour sur France Maghreb 2 et toujours installés confortablement, je dois dire, dans le bureau de Monsieur Lahlou, le président fondateur du Secours Vous le Islamique. valez bien. Merci beaucoup. Donc on a évoqué en première partie toute la partie de l'enfance du côté de Fès au Maroc. Vous avez qualifié de rose, d'agréable, d'inoubliable. Entre autres, bien sûr, vous avez parlé de cette anecdote avec le bac. Vous avez passé le bac en jeûnant. Donc ce ramadan qui avait une saveur importante, bien sûr, on l'a compris. On va parler maintenant de votre arrivée en France. Aux alentours de 23 ans, vous nous avez confié juste avant en première partie. Pourquoi d'abord avez-vous décidé de partir en France ? Comment ça s'est fait ? Alors, je voulais venir en France parce que mes amis sont partis, puisque j'appartenais au mouvement scout de Fès et on était un groupe des familles qui étaient dans ce mouvement. Et mes amis qui ont eu le bac avant moi sont venus dans une ville qui s'appelle Nancy. Ouais. Et donc, question de copains, j'ai suivi mes copains. Ça change, le climat, le décor, rien à voir. Hein. Alors, je vous dirai un petit mot. Et donc, j'ai suivi mes amis pour les retrouver un petit peu. Bon, voilà, c'était un petit peu ça. Et vos parents, alors justement, quelle a été leur réaction quand vous avez décidé de partir ? Ouais. Ma mère, elle en pleure toujours, jusqu'à présent aujourd'hui. Parce que c'est une déchirure pour elle. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu, j'ai un frère et quatre sœurs, donc je suis au milieu de la troupe et j'étais élevé avec les filles, j'adore. Ouais. Donc je suis pas une fille manquée, mais je suis plutôt quelqu'un qui a pu avoir la chance de vivre avec des filles avec leur tempérament sympathique, pas toujours, mais bon. Ouais. Faut pas dire du mal maintenant. Mais bon. Alors donc vous êtes arrivé en France, c'était la première fois que vous mettez les pieds dans un pays étranger ? C'était la première fois que je mettais les pieds dans Alors quelle a été, alors je suppose que vous avez gardé quand même une certaine impression lorsque vous avez quitté Fès avec un certain déchirement, je pense, et lorsque vous êtes arrivé ici à Nancy en France, quelle a été la première réaction ? Alors, qu'est-ce que je fais là, non ? Je suis parti, ils m'ont laissé, parce que j'ai pris le train. Ouais. C'était le moyen de transport pour des populations comme la mienne. L'avion était c'était à la portée que d'une poignée de personnes, c'était impossible. Donc vous avez pris le train jusqu'en Espagne ? Jusqu'à Tanger, et donc ils m'ont quitté septembre, c'était encore l'été, c'était encore les vacances. Ouais. Quand j'ai quitté Fès, parce que les études à Fès reprenaient le mois d'octobre. Ouais. Il faisait chaud, des bruits, comme vous l'imaginez, on est méditerranéen, et donc il y a des bruits, la chaleur des êtres humains, les pleurs, les larmes. Et je suis parti, et tout d'un coup, je sens la solitude dans le train, parce qu'on est tout seul. Bon, j'étais un jeune homme, juste après le bac. J'arrive à Tanger, je vois les foules. C'est comme ça. Donc déjà, je commence à être marqué par la foule des étrangers. Ouais. Alors qu'au départ, on vivait chez nous. Et donc, c'était en majorité des ouvriers, des gens qui vont travailler. J'étais super chargé avec un sac à dos des militaires et 2 trucs à la main parce que ma mère m'a surchargé de relais, de gâteaux, etc. Ouais. Vous imaginez. Et c'était difficilement transportable. Je pesais, pour vous dire, à ce moment-là, 54 kilos. Ouais. D'accord. Il y a une photo qui... 54 kilos, donc je n'étais pas un colosse. J'étais... bon, voilà. Et donc, j'attendais qu'avec tout le monde, est-ce que vous avez de l'argent, tout ce passage de la douane, un petit peu pénible. Il était pénible, il est moins aujourd'hui. Et puis le bateau. Je sais pas, dans le bateau, je me rappelais parce que j'avais vomi, ça remuait dans tous les sens. La première fois que vous preniez le bateau ? Ah oui, ouais. moi je suis un terrien, toujours les pieds sur la terre. Et donc j'arrive à Algeciras, tout le monde courait. Ouais. Pourquoi, je ne savais pas, mais il fallait courir. La foule courait pour prendre un bus qui va nous ramener à la gare. D'accord. La gare pour prendre le train. Il y avait une erreur, je me suis trompé parce que j'étais avec un copain. Alors normalement, on devait traverser Madrid parce on doit changer de train à Madrid. Vous savez, je ne comprends pas l'espagnol, pour vous dire. Ouais. Ça, c'est un autre problème. Et donc, partir jusqu'à Hendaye, et puis Hendaye, Paris. Donc, c'est un train qu'on doit changer, et puis le train direct jusqu'à Paris. On change de gare pour partir à Nancy. Je trace le chemin. Sauf que pour moi, la première fois, mon copain qui était avec moi partit à Aix-en-Provence. Donc, d'accord.
Pas dans le même sens. Pas dans le même sens. Moi, au lieu de partir vers ça, je suis parti par Barcelone. Et donc, à la fin, il fallait changer. Et ben, j'ai pris 3 jours pour arriver à Nancy. 3 jours. La chose qui va me marquer, donc, entre la chaleur, j'arrive, c'était la nuit, je ne sais pas dans quelle gare, Reims, je ne me rappelle plus, 3 heures du matin, je ne dormais pas. Le sac à dos, donc tout ça. Et je ne savais pas quel train je dois prendre pour Nancy. J'ai vu un bonhomme qui a l'air d'être un contrôleur ou un aiguilleur, je ne sais pas quoi qu'on appelle, de la gare. Je lui pose la question, quel train je dois prendre pour Nancy. Il n'a pas prononcé un mot, il faisait très froid, il y avait de la pluie. Ouais. J'étais en short, car c'est tout ce que j'avais, je suis ramé. Bon. Et donc il m'a montré de sa main le tableau. Donc il ne m'a rien dit. J'ai chanté, la froideur de la température, la froideur humaine, c'était le premier choc. Un vrai choc. Bon, avant ça, je suis arrivé à la douane. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Ah, la douane. Oui. Ouais, la fameuse douane. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, celle-là? La fameuse douane, bon, vous savez, je suis sorti, j'ai eu mon bac, j'avais pas encore il n'y avait pas de préinscription, parce que je n'avais pas fait de préinscription encore. Et donc, j'avais un petit bout, le tiers d'un petit bout de papier comme ça, qui était l'attestation de bac tapé sur une machine à écrire. C'était en 76. Ouais. Et c'était marqué que j'ai eu mon bac. Donc, le douanier dit les Mohamed, venez par là. Comme ça. Hein, ils étaient debout dans son truc. La douane française. Ah oui, en français. Ouais. Les Mohamed. Les Mohamed. Ouais. Parce qu'on n'était que des étrangers. Ouais. Hein, il n'y avait pas de Français. Les Mohamed venaient par là. Et donc, on faisait la queue, ça bousculait partout, etc. Oui, vous allez où? Je dis, je vais à Nancy. Pourquoi faire? Je vais m'inscrire pour étudier. T'as un papier? C'était... Oui, mais... Et j'ai sorti mon petit bout de papier du bac. Et il m'a dit, allez, passez. Bon, on avait le droit, il n'y avait pas de visa, on avait le droit en tant qu'étudiant, parce qu'on avait instauré que les gens on a arrêté les contrats, les gens à partir de 75 ne pouvaient plus rentrer en France sans qu'il y ait un contrat ou quelque chose qui justifiait ça. Ouais. C'était pas un visa, mais il fallait, tu es touriste, tu y as quelque chose. Donc avec mon petit papier, je suis passé. Donc ça m'a permis de partir à Nancy. Donc, à l'arrivée à Nancy, alors, dites-nous, après 3 jours de galère, hein, quand même. Je suis arrivé vers 13h, je pense, c'était le jour du repas. Donc, j'avais une adresse qui était la résidence universitaire de Sorub. Accueilli par des copains, non? Qui étaient déjà là? Par des copains. On était affamés. On Ouais. n'avait pas mangé depuis un certain temps. Donc, ils nous ont dit, bon, voilà, un ticket, allez-y. C'était un bon. D'abord, on a souri quand on avait vu nos copains. Tu imagines ça, tu vois? Ouais. Depuis 3 jours, on n'a rien vu. On a vu que des sourires. Que des sourires, des bienvenus partout qui s'affichaient. Rachid Lalou, bienvenue chez toi. Et donc, tout d'un coup, je rencontre mes copains. Ils m'ont dit, va manger. D'abord, ils m'ont donné un ticket. Je ne sais pas si je n'ai pas mangé du porc parce que je ne faisais pas la différence entre la viande. C'était le plat que j'avais. Ouais. J'avais faim. Je ne savais pas qu'il fallait poser la question est-ce que c'est du porc ou du bois. Je pensais que j'étais encore au Maroc. J'ai mangé ce qu'il y avait. Aujourd'hui, je ne peux pas vous attester ce que j'avais mangé, mais l'essentiel, j'ai mangé. Ouais, donc je suis sorti, déjà c'était pas mal et j'étais accueilli. Bon. Alors le problème qui s'est posé, c'est que je n'ai pas pu m'inscrire. Ah. Parce qu'il y avait des grèves et les résultats ont été retardés. Ils avaient refusé de m'inscrire. Et je dis pourquoi? Ils me disent il y a des retards, tu n'as pas de préinscription. Je dis mais j'ai eu un bac, etc. Voilà, etc. C'est valable. Entre l'académie, j'ai oublié de vous dire que j'avais pris un billet qui s'appelle comment il s'appelle ça? Interrail. Ouais. Ça durait 1 mois. D'accord. Moi, j'étais un paumé, donc 1 mois, ça me rassurait de faire le tour de l'Europe et de revenir chez moi gratuitement. Et au bout d'1 mois, je commençais à m'inquiéter parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de sous. Il fallait s'inscrire pour avoir la bourse. Je parlerai un peu de la bourse misérable qu'on avait. L'essentiel, il fallait s'inscrire. Donc, je suis rentré chez le doyen, il me dit, vous voulez imposer? Je suis parti dans l'académie, il me restait 1 semaine. J'ai dit à mes copains, je veux partir au Maroc, retourner chez moi. Ils disent pourquoi? Je dis, je ne peux pas m'inscrire. Parce que le doyen m'a dit, rentre dans l'hémicycle, suis les cours et puis après on verra. Ouais. Alors, j'avais peur. Si je perds mon billet, comment je vais revenir chez moi? J'avais rien, j'avais aucun. Donc je suis retourné et j'avais un cousin, Allah yarhamou, il était avocat à Paris. Il est mort à Paris, c'était un grand avocat, je me rappelle. Il était venu en 64, je suis allé le voir parce que je pensais que c'était comme le Maroc. J'ai débarqué à Paris, c'était beau, Paris, donc. L'impression, j'ai mangé à la cité universitaire internationale à ce moment-là et je suis allé voir dans ce cabinet, il me dit c'est quoi le problème? Je dis voilà, ils m'ont dit que je vais passer, est-ce que vous ne pouvez pas m'inscrire ou faire quelque chose, etc. Il me dit je ne suis pas le ministère de l'éducation nationale, c'est pas ici, c'est pas le Maroc. Ah bon, d'accord. J'ai essayé de m'inscrire en architecture, en médecine. Non, en médecine je pouvais, mais j'ai pas voulu. Je regrette d'ailleurs.
J'aurais pu être médecin. Dans n'importe quoi pour rester à Nancy parce qu'on ne pouvait pas m'inscrire. L'architecture, ils m'ont dit c'est trop tard. Tout le monde me dit trop tard, sauf la médecine. Donc je suis reparti chez moi. Au Maroc. Au Maroc. Ah, vous êtes reparti. Ah oui, la première année, je suis reparti. D'accord. Ouais. Je suis reparti parce que je ne pouvais pas m'inscrire. Donc 3 jours encore de galère. Ouais, voilà. Ah. De galère. Non, c'était 2 jours cette fois-ci. Ah, ça a Je suis été plus rentré, vite. mon père, qui a Dans le bon regretté sens mon du mot, départ, là. me venant me répartir. Il me dit, pourquoi tu es revenu? Ah oui. Ah, il était en colère. Ouais. Il était en colère parce que je suis parti, il est en colère parce que je suis revenu. Ouais. Bah, je dis, je ne peux pas mieux m'inscrire. Mais lui, inscrit ou pas inscrit, tout ça, il ne comprend pas. Ouais. C'est pourquoi il me dit, oustad, professeur, parce que j'ai eu mon bac. Et donc, je suis revenu. Pourquoi vous êtes revenu? Parce que voilà, etc. Je me suis inscrit au Maroc. Et puis bon. Mais je suppose que la maman a dû être heureuse. Oui et non. Ouais. J'ai épuisé les économies. Non, mais elle était très heureuse, bien sûr. Ouais. J'ai passé une année à l'université du Maroc où ça n'a pas marché. Ouais. C'est une autre histoire, je peux la raconter. Ça n'a pas marché parce que c'était que des grèves, c'était que des luttes, c'était que tout ça. Et donc, j'ai fait ma réinscription, cette fois-ci dans les normes. Et je suis reparti sur Nancy où je me suis inscrit une année qui est partie. Bon, on ne comptait pas les années perdues, là. On compte que les années réussies. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ce qu'on disait au Maroc dans le temps, c'est quand on redouble, c'est qu'on est sûr que la connaissance est bien rentrée. C'est-à-dire qu'on redouble l'année pour que la connaissance rentre bien dans la tête. Donc, j'ai redoublé. Et je me suis inscrit à Nancy en septembre 77, pour suivre des études d'économie et de gestion que j'ai bien fait. Alors parlez-nous maintenant, parce que le temps passe vite et qu'on a beaucoup de choses à évoquer avec vous, Monsieur Lahlo, de votre premier ramadan, loin de la famille et en France. C'était à quelle période à peu près? Le premier ramadan, loin de la famille, c'était pas cette année, c'était pas en France, c'était au Maroc, parce que juste après les examens, je rentre au Maroc. Les vacances se passaient au Maroc. Ouais. Je passais 2 mois et demi au Maroc de vacances. D'accord. Non, mais après, c'était devenu seulement 1 mois parce que je travaillais l'été. Mais la première année, je repassais le ramadan au Maroc. Ouais. Non, parlez-nous vraiment du ramadan, le premier que vous avez fait entièrement ou presque en France. Non, mais il se faisait entièrement, je peux vous garantir, pas de souci. Mais parfois, se passait la moitié au Maroc, la moitié en France. Voilà, c'est pour ça que je dis ça presque. Bougeait. Ouais. Alors, le premier qui m'avait marqué, je dirais, c'est à Paris, quand je suis venu faire des études supérieures, c'est-à-dire quand j'ai eu ma maîtrise, j'ai atterri à Paris en 82. Ouais. Et en 82, j'ai passé tout le mois en France. C'était le mois de juillet. D'accord. Donc quand même c'est assez chaud. C'était pas possible. C'était le Maghreb à 10h du soir. Ouais. Pour la première fois que je voyais Et nous, en ce moment-là, il y avait un horaire bizarre qui n'est pas l'horaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le Maghreb, c'était à 10h et quelques. L'Isha, c'était à minuit. Ouais. Sahur, c'était à 2h. Tu n'as même pas terminé de déterminer qu'il fallait se réveiller pour faire Sahur. Ouais. Et moi, je ne mangeais pas du tout. Je ne pouvais pas parce qu'il faisait chaud. Donc, je mangeais peu le Maghreb. Je n'arrivais pas à manger Sahur. Parce qu'il faut un temps, c'était un peu difficile de faire le ramadan. C'était extrêmement difficile pour moi. Je mangeais pratiquement pas beaucoup. Ouais. Alors, ce qui est particulier peut-être pour le premier ramadan qui a dû vous marquer aussi, c'est qu'il n'y avait pas cette odeur du ramadan, il n'y avait rien. Alors là, il faut oublier tout ça. Ouais. C'est terminé. On est très très loin de Fès. Même si j'étais à Antony, on était quelques étudiants qui laissaient sortir les odeurs de leur marmite. Mais ça ne faisait pas les souks. Les mosquées n'étaient pas aussi présentes qu'aujourd'hui. Et les rues de la ville de Fès où les odeurs se conjuguaient. C'est des belles odeurs, la belle cuisine facile. Non. Ouais. On est très loin. Très loin. De tout ça. Très loin. Les tarawih. La froideur. Voilà, les tarawih, on les faisait. On était à Antony, on avait une petite salle de prière où on faisait une dizaine d'étudiants. On essayait de faire quand ça se faisait. Parce qu'il ne fallait pas oublier qu'à ce moment-là, la majorité des gens à Paris ne faisaient pas de tarawih. Parce qu'à minuit et demi, qui va venir faire alors qu'il n'y a pas de moyen de transport pour revenir chez soi. Donc il y avait après un ijtihad pour que vous allez voir, l'Isha, on l'a un petit peu avancé. On a reculé un petit peu au Subh pour que les gens puissent vraiment. Donc, les choses ont changé depuis. Et comment vous saviez que c'était le premier jour du ramadan, les heures de prière, comment ça se passait? On faisait le ramadan avec le Maroc, j'étais marocain. D'accord, ouais. Donc, on avait des relations avec la famille, ils nous disaient demain c'est le ramadan. Par téléphone, ils disent demain c'est le ramadan, on faisait le ramadan. D'accord. Les Algériens faisaient avec l'Algérie, les Marocains faisaient avec les Marocs, les Turcs faisaient avec les Turcs. Je peux vous dire qu'à partir de 82, 83,
que commence à s'organiser l'embryon de l'islam de France. Donc on voyait la tendance de faire le jeûne avec l'Arabie Saoudite, qui est devenue la première référence qui peut réunir des communautés d'origines différentes, qui se réunissaient à la mosquée de Paris ou qui se réunissaient avant. Et donc c'est le début de choses, parce qu'il y a de plus en plus de salles de prière qui commençaient à émerger, plus, etc. Et donc les choses ont commencé. Il y a la première tendance de faire le ramadan avec l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, c'est la Mecque, etc., etc. Est-ce que vous avez mis les pieds à la mosquée de Paris? Bien sûr, Ouais. plusieurs fois. Belle mosquée. Très belle mosquée. Ouais. Mon grand-père, alors les anecdotes, vous en aurez. Mon grand-père, c'est lui qui a fait la charpente de la mosquée de Paris. D'accord. Ouais, parce que c'était le menuisier, le charpentier de la ville de Fès qui a construit plusieurs quartiers dans plusieurs villes. Donc c'est symbolique cet endroit pour vous. Ah ben, écoute, largement. On va parler maintenant un peu plus, on va quitter un petit peu votre enfance et merci en tout cas de vous être confié à notre micro, de nous avoir confié quelques anecdotes sur votre enfance passée à Fès, puis votre arrivée en France du côté de Nancy. Ce fut très, très sympathique, on a un petit peu voyagé avec vous dans votre parcours. Alors qu'est-ce qui vous a emmené, monsieur Lahlou, à l'humanitaire? Pourquoi l'humanitaire? Pourquoi l'humanitaire? C'est une rencontre... D'abord, il ne faut pas oublier une chose, c'est que moi, j'étais bercé dans la générosité et le partage. Quand j'ai parlé de mon grand-père, il a fait des waqf pour les pauvres. Jusqu'à présent, ça bénéficie aux pauvres. C'est une distribution de nourriture qui est déduite qui vient des loyers que mon père percevait de ses biens. Ouais. Mon grand-père faisait du négoce, donc il avait des richesses et il avait légué des choses pour les pauvres. Ouais. Moi, je me rappelle, mon père, tous les jeudis, il distribuait de la nourriture. Dans son magasin, les gens venaient. Donc, c'est une éducation que j'ai vue. La question du waqf, etc. Si on en parlait de ça, je peux vous raconter des dizaines de choses que faisaient les gens avec le waqf. C'est quelque chose pour les animaux, pour la nature, pour tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc déjà, et quand je suis jeune étudiant ici, quand j'étais étudiant, il est vrai que j'ai participé modestement dans la construction de l'islam de France. Et parmi les éléments de l'islam de France, la solidarité avec les causes qui étaient dans le temps quelque chose de glorieux pour tout citoyen français. Par exemple, la guerre de l'Afghanistan, les moudjahidines, quelque chose de vénéré dans le temps. Et donc, tout le monde aidait les moudjahidines pour chasser les Russes qui ont envahi la Russie. Donc, voilà, solidarité avec les territoires palestiniens, etc. et les crises. Donc, c'était naturel. Puis, c'était une rencontre de circonstances. Moi, j'étais enseignant, j'étais hyper content d'avoir autant de vacances dans l'année pour pouvoir aller dans cette rendre visite à mes parents, à cette belle ville, comme je vous ai raconté, à tout le Maroc, le nord du Maroc, j'adore également, parce qu'il y a des plages merveilleuses. Et donc, naturellement, j'avais cette fibre-là. Mais j'étais loin. Et quelqu'un m'a téléphoné chez moi, un monsieur qui s'appelle Hanil Benna. J'étais chez moi, il m'a dit « Allô, je ne le connaissais pas, bonjour. » Salam alaikum plutôt, c'était pas bonjour. Et il me disait, est-ce que je peux venir vous voir? Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que on m'a conseillé de vous rencontrer. On veut ouvrir une section du Secours islamique, qui était une organisation britannique, en France. Je lui dis, tout simplement, plaquage de rugbyman, ça m'intéresse pas. Ouais. Ça m'intéresse pas parce que j'étais un frustré du travail, parfois hasardeux de certaines associations musulmanes en France. Je suis un gestionnaire, donc j'avais une rigueur, tout ça. Je dis, ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir. Il est revenu quelques mois après, parce qu'il est revenu vers les gens qui m'ont conseillé, il dit, il faut insister. J'ai su après la personne qui était derrière ça, et donc il est mort, c'est mon professeur, c'était quelqu'un d'exceptionnel, c'est un Libanais, qui a marqué ma vie. Qui m'a marqué ma vie, qui m'a donné le vrai sens, cet islam glorieux que j'essaye de faire, qu'on essaye de faire au Secours islamique, ce sens ouvert sur la société, sur l'univers. C'était le vrai visage de l'islam tout court, sans aller lui donner des adjectifs qualificatifs, qui vit dans sa société, qui vit dans son monde, qui vit avec le monde, qui vit avec les autres, qui n'est pas en guerre, qui est en paix avec tout le monde, avec l'humanité, qui est le sens du salam. Ouais. La paix. Et donc, c'est lui qui lui a dit, va voir Rachid. Et je suis revenu voir, il dit, pourquoi vous lui avez conseillé? Il dit, Toukla Allah. Et moi, je le respectais tellement que je n'ai pas hésité la deuxième fois. Parce qu'il est venu à Jaz, je veux venir. Il est venu me voir, ma femme était enceinte de ma fille, ma Shaima.
qui a l'âge du Secours islamique d'ailleurs, et qui, oui, parce qu'elle était enceinte de cette fille-là, il a dit, ouais... Quelle année la création du Secours islamique France ? C'était en 91. D'accord. Qu'est-ce qui a fait justement que le Secours islamique France ait pris un virage ? D'abord, les 10 premières années, c'était des années très difficiles. Ouais. Extrêmement difficiles. Parce qu'il y avait les événements d'Algérie, Ouais. les attentats de Paris. Ouais. Et malheureusement, parfois, certaines presses ne font absolument pas leur travail comme il faut, de manière objective. Et il faisait le parallèle. On avait la malchance d'avoir un nom qui ressemblait à l'organisation saoudienne qui s'appelle Islamic Relief, organisation internationale. Ouais. Parce que cette organisation qui a travaillé pour l'Afghanistan, qui est pratiquement une organisation étatique, puisque c'est saoudien, etc., on l'a soupçonné à tort ou à raison qu'elle était plus à tort qu'à raison, parce que cette organisation, elle continue à exister, elle n'a jamais été inquiétée, je dirais, devant les tribunaux. Donc, pour moi, on disait que c'est elle qui alimentait le terrorisme, etc. Et donc, les médias faisaient le parallèle sans se soucier qu'on ait une organisation occidentale et qu'on n'ait pas cette organisation. Ça. Donc, il fallait aller vers les tribunaux pour essayer de trouver la justice qu'on a eue. Puis, on a travaillé durement. Doucement, durement, calmement, auprès des médias, auprès de tout ça, et surtout sur le terrain, pour que les gens constatent qu'on est une organisation digne de respect. Ouais. Et c'est pour cette raison au jour d'aujourd'hui, on est ce qu'on est. C'est par le travail, par la réalité, par cette transparence, et parce qu'on est réellement ce qu'on est. On n'est pas ce qu'on racontait. Et les gens qui racontaient des salades hier sont convaincus aujourd'hui parce qu'ils ont vu la réalité. Mais ça nous a marqué, ça m'a marqué moi, parce que les générations qui sont aujourd'hui là sont en train de vivre une très belle organisation avec une image clairvoyante, ce qui n'était pas le cas au départ. Et ce que je voulais dire à ce stade-là, c'est que ce qu'on a passé en temps et en énergie pour construire cette organisation, parce qu'elle est musulmane, c'est 100 fois plus qu'une organisation qui s'appelle Alpha Beta française pour s'asseoir dans l'environnement humanitaire français. Ouais. Voilà. En tout cas, vous avez su, aujourd'hui, c'est incontestable, faire de du Secours islamique France une organisation, comme vous l'avez dit, reconnue, respectée. Et c'est vrai que quand on s'amuse à poser un petit peu les questions à qui on peut donner, etc., la première chose qui vient dans la bouche d'un musulman, c'est le Secours islamique France. Vous avez su y apporter une notoriété. Ça aussi, ça a été un travail, une volonté de votre part ? Certainement, parce que je pense on avait une ambition. Je peux vous dire une chose, c'est-à-dire que mes déceptions, je les ai rendues positives au Secours islamique. Mes déceptions par le travail, parfois hasardeux des musulmans. Ouais. Je suis quelqu'un qui critique, qui fait de l'autocritique d'abord. Parce qu'on a de belles choses. Mais notre réalité, on est maître de notre image. Je me rappelle un président de la République qui nous a fait cette leçon. Vous êtes maître de votre image. Ouais. Et ça m'a marqué. Nous sommes maîtres. C'est-à-dire que c'est à nous de faire l'effort pour améliorer l'image, pour faire savoir ce qu'on fait. Parce qu'il faut faire la chose et la faire bien. Ouais. Et il faut la faire connaître également. Et donc, dès le départ, le Secours islamique après 5 ans, il s'est doté d'un service de communication. Moi qui sortais de la communication, je savais que la place de la communication, elle est centrale. Ce qui n'était pas acquis au niveau du réseau, au niveau international. Ils n'étaient pas convaincus. Ils étaient convaincus par le tchatch. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas parler pour avoir. Non, il fallait faire de la communication. Envers les partenaires, envers les journalistes, envers notre communauté. Et c'est quelque chose d'exceptionnel parce que j'ai pris le parallèle d'une entreprise, tout simplement. Pour moi, mon éducation, elle est une éducation d'entreprise, ce n'est pas une éducation de l'humanitaire. Et ça a réussi, ça a pris. Pourquoi la notoriété ? Parce que je pense qu'on le vale bien. Le Secours islamique, qu'est-ce qu'il fait ? Il apporte l'aide, il essaye de l'apporter de la meilleure façon. Sur le terrain et en France, c'est-à-dire dans le monde et en France. Et donc, il est tout à fait normal que les acteurs du Secours islamique, c'est-à-dire ces travailleurs, ces employés, ces bénévoles, ces donateurs, aient le retour de leur investissement. Ils le font peut-être avec le cœur, peut-être ils le font par conviction religieuse, très très bien, mais ils ont le droit. Je me rappelle quand les gens nous téléphonaient, nos donateurs frustrés, quand ils voient une émission à la télé, sur par exemple le tsunami, et ils ne voient pas le nom du Secours islamique, ils peuvent se poser la question, ou bien nous sommes des voleurs, parce qu'on n'apparaît pas, c'est que, comment ça se fait que vous n'apparaissez pas ?
c'est que vous êtes des voleurs, vous ne travaillez pas. Ou bien la frustration de dire on est dans l'injustice. Comment ça se fait que le Secours islamique qui fait autant de travail ne l'ait pas démontré? Donc nous, on a pris la chose pour dire on va reverser la vapeur. Et ça, c'est ça. La notoriété, c'est elle qui vous permet d'apparaître partout et d'avoir le respect de partout. Et d'avoir partout le respect et tout ça ramène que vous avez plus de moyens. Et ça veut dire quoi en conséquence? C'est ça le plus important. Ouais. Moi, je vis pour les bénéficiaires. Par conséquent, si j'ai plus de moyens, je peux aider plus de personnes. Moi, pour moi, le plus grand crime, c'est la pauvreté. Si je pouvais combattre la pauvreté, je la combattrais par tous les moyens. Je la combats par les moyens possibles. Et je me rappelle ça, je m'inspire d'un grand compagnon du prophète qui dit que si la pauvreté était un être humain, je l'aurais combattu avec mon épée. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux, plus frappant. Comment, à ce moment-là, on peut associer le prosélytisme à l'action humanitaire? C'est un deuxième crime. Quelqu'un qui souffre, qui est dans la vulnérabilité, il n'a qu'un seul droit de notre part, c'est de lui donner de quoi subvenir. Il est impensable pour un croyant comme moi d'utiliser la misère, la fragilité de quelqu'un pour lui transmettre un message quelconque que de l'aider. Après, parce que le parcours religieux, c'est un parcours personnel. Quand je vous ai raconté qu'à 23 ans, j'ai commencé à connaître le sens de la chose. Pour connaître le sens de la religion, on doit être apaisé. On ne doit pas avoir faim. On ne doit pas être dans la misère. On doit être quelqu'un de stable, réfléchi, pour pouvoir étudier d'une manière, je dirais, logique. Et sinon, si on est... C'est comme un proverbe dit, le juge ne doit pas être en colère pour juger. Si il est en colère, il va influencer. S'il a faim, il dira je vais juger rapidement parce que j'ai faim. Non, il doit être équilibré. Un être humain, pour qu'il choisisse ce qu'il veut être, musulman, chrétien ou rien du tout, il doit être réfléchi. Quand on est dans la misère, vous me dites devenez, je sais pas, je deviendrai, donnez-moi à manger, je deviendrai ce que vous voulez. Donc il est abominable d'utiliser la misère pour essayer de transmettre un autre message. Vous avez d'ailleurs très bien accueilli. Je vous en remercie, monsieur Lahlou, président, bien sûr, comme fondateur du Secours islamique, pour son ramadan aujourd'hui. Et donc, on invite tous les auditeurs et auditrices pour la Zakat al-Fitr à se rapprocher du Secours islamique pour les aider à poursuivre donc leurs différents combats pour faire cesser, c'est un maigre mot, mais cesser, amenuire peut-être la pauvreté et peut-être apporter aussi, surtout, de la chaleur humaine par des repas servis, par de l'aide apportée à ceux qui en ont évidemment besoin. Nous sommes ici avec tout le confort nécessaire. Nous pouvons vivre notre ramadan dans de très bonnes conditions, malgré que nous ne soyons pas dans des pays musulmans. Mais on peut dire que le ramadan aussi en France a quand même une certaine saveur. Aujourd'hui, ça sent le ramadan lorsqu'il arrive en France. Je vous en remercie de nous avoir accueillis. Et puis on salue ici toute l'équipe formidable du Secours islamique du côté de Massy. Merci beaucoup, monsieur Lahlou. Très belle rencontre, très belle émission de radio, et j'espère que les auditeurs ont aussi apprécié cette rencontre. Monsieur Lahlou, président fondateur du Secours islamique, qui nous a fait l'amitié de nous recevoir. Merci à tout le monde, merci à vos auditeurs. À très bientôt.